Et c'est maintenant les 25 ans de Litera Maori avec les membres qui ont fait le déplacement, Moana Ura, Teheura, Chantal Spitz, Jimmy Lee et Marie Valleux. Je vous laisse la parole pour votre intervention. Yorana à tous et merci de nous recevoir au salon pour les 25 ans du salon et c'est aussi les 25 ans de l'association Litera Maori qui a été créée donc en l'an 2000. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir deux membres fondateurs. On a Chantal Spitz d'abord et Jimmy Lee. Jimmy Lee qui nous accompagne aussi et qui a accompagné cette association depuis le début. Et on a la nouvelle présidente, enfin pas si nouvelle que ça, hein, depuis un bon moment. On a Marie Valleux. Comme Chantal le disait à l'instant, on a les deux jeunes et les deux vieux. Et on a un homme vieux et une femme vieille, et une jeune femme et un jeune homme. Je parle de moi, évidemment. Donc c'est un honneur en tout cas pour nous d'être avec vous. C'est important aussi de nous expliquer un peu la genèse de Litera Maori avec le Salon du Livre. Et Chantal, tu veux nous présenter en quelques mots, en quelques minutes, pourquoi avoir créé Litera Maori à ce moment-là? Bon, avant, j'aimerais bien qu'on ait une petite pensée pour les humains de Gaza, du Soudan, de la Papouasie occidentale et pour les humains de chez nous qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est un quart de la population. Voilà. Pourquoi on a fait ça? Alors, c'est parce que un jour, Flora de Watine est allée à une manifestation au ministère des Outre-mer à Paris. Et en fait, il y avait toutes les littératures, sauf la nôtre. Et donc, quand elle est revenue, elle a dit, mais c'est juste pas possible parce qu'on a une littérature. Bon, ok, à l'époque, il n'y avait pas tellement d'écrits en français, mais il y avait la littérature en tahitien et bien sûr, je n'étais pas lu. Donc, elle revient et elle téléphone, elle appelle ceux qui avaient déjà publié en français. Et elle nous propose de faire une association pour la promotion de la littérature autochtone et qu'elle soit visible et qu'on puisse faire la promotion. Donc, c'est comme ça que Litera Maori est né, en fait. Jimmy, qui c'est qui t'a approché pour entrer dans cette association et comment tu as été convaincu d'y adhérer et d'adhérer à la philosophie et au projet de l'association? Alors, merci d'abord d'avoir accueilli. Et si je devais raconter la genèse de ma conversion, c'était un matin du jour de l'an chinois à Mamao. Et un copain à moi me dit, il y a quelqu'un qui te cherche. Alors j'ai dit, qui c'est qui vient me chercher au temple chinois? Et au milieu de cette foule cacotante de Chinois, et je vois au milieu du jardin une jeune femme tahitienne avec son panier. Je regardais, c'était Chantal Spitz. Elle cherchait Jimmy Lee. Mais pourquoi faire Jimmy Lee? Et c'est comme ça, cela a débuté comme ça. Et ce que j'ai bien aimé dans Litera Maori, c'est comme elle expliquait, c'est que toutes les littératures, comme dit un auteur très célèbre qui est dans l'autre coin là, tous nos auteurs méritent un prix Nobel. Hein. Et donc, on ne parlait pas assez des gens qui écrivaient en français. Et moi, je dois dire que pour un Chinois qui ne ressemble pas à un Chinois, je suis parti en France apprendre en fait une autre langue, apprendre à être français parmi les Français, et ça a été très dur. Mais littéralement, oui, c'est ça. C'est donc que nous avons besoin de parler de tous ces écrivains qui, dans l'ombre, bien qu'ils aient cette... ils ne savaient pas écrire en Reo Maori, ça ne fait rien. Ça viendra. Et je sais que avec Chantal, un jour, elle va écrire son roman en Reo Maori, que ça va être un chef-d'œuvre qui mérite le prix Nobel déjà. Hein. Et donc voilà, pour te dire que c'était l'idée force et je voulais donner ce que je pouvais, ma participation, même si je n'écris qu'un seul livre, je ne parle que des Chinois et des Chinois et des Chinois. Et mais en français, pas en chinois non plus. Je ne sais pas écrire. Je n'ai jamais été à l'école chinoise.
Et c'est un peu, pas notre défaut, mais notre caractéristique. Nous ne parlons pas notre langue et nous n'écrivons pas dans notre langue d'origine, bien que je fasse un peu de calligraphie à mes heures perdues. Alors, c'est important de revenir sur la notion d'autochtonie, de littérature autochtone, et remettre un peu les gens dans le contexte. Comment la notion d'autochtonie est-elle perçue à l'époque? Est-ce que c'était, comme on peut le penser aujourd'hui, un gros mot lorsqu'on parle de littérature autochtone à la création de Literama Ohi? Alors, au début, Flora n'était pas d'accord qu'on utilise le mot autochtone parce que c'était un mot qui d'abord n'était pas utilisé et deuxièmement avait une connotation dans la plupart dans l'esprit de la plupart des gens, une connotation négative parce qu'on disait autochtone égale indigène égale sous-homme. Et donc, j'ai mis un peu quelques années à persuader Flora que non, autochtone, il faut prendre comme... moi, le sens que je donnais à autochtone, c'est le sens des Nations Unies, que les peuples autochtones ont eux-mêmes décidé. C'est si tu as un ancêtre qui était ici avant que les Européens arrivent et que tu décides que tu es autochtone, parce que c'est toi qui décides de te définir comme tel, donc tu es autochtone. Bon, Jimmy, on l'a fait amour, hein? Parce qu'en fait, il n'est pas autochtone, mais bon, on l'a fait amour comme ici, on aime bien faire amour les gens, donc on a fait amour Jimmy. Mais voilà, c'était ça le thème. Au début, c'était la littérature polynésienne, parce que Flora ne voulait pas heurter les gens. Et puis au fil du temps, on a changé et finalement, elle a pu assumer ce mot-là. Moi, je me souviens, à un salon du livre, on avait fait un truc sur l'autochtone. Sur l'autochtonie, donc on était là sur le papa Ahiro, il y avait Annie, il y avait le frère de Edgar, il y avait Flora, Eugénie, et il y avait moi, Eva Hiribord, hein? Donc on a fait la totale, le Hava et tout et tout. Et dans l'assemblée des spectateurs, il y avait moi, Naura Teheura et Moya Fagran. Et donc, c'est la première fois qu'on a parlé d'autochtonie en public. Et on s'est fait un peu shooter quand même. Hein? Mais ce n'est pas grave. Et on a décidé une fois de faire un sujet sur de prendre l'autochtonie comme thème d'une revue. C'est du communautarisme, Et finalement, j'ai dit à quelqu'un qui m'accusait de communautarisme, je lui ai dit, mais quand vous parlez de francophonie, nous, on ne vous accuse pas de faire du communautarisme. Ben, nous, on parle d'autochtonie. C'est juste parce qu'il faut arrêter de dire que ce qui est écrit par la littérature exotique, ce n'est pas notre littérature, c'est la littérature des autres qui viennent. Donc, pendant 200 ans, on a été écrit. Ben, on a décidé qu'on allait s'écrire. Donc, c'était aussi simple que ça. Hein. C'était pas, voilà, on s'assume, on est chez nous, on écrit ce qu'on veut sur nous et surtout, on ne veut pas que les autres continuent à écrire sur nous sans qu'on réagisse. Parce que quand même, c'est un peu gratiné des fois ce qu'on écrit sur nous. Hein. Donc, voilà. Voilà, donc c'est ça, c'est le sens qu'on a donné à autochtonie, c'est le sens des peuples autochtones à l'ONU qui se définissent eux-mêmes. C'est pas très méchant. Hein. Alors, on va parler à une autre méchante autochtone là-bas. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, le terme et la notion d'autochtone est de plus en plus accepté dans la société en étant à la tête de Literama Ohi? Oui, j'ai clairement l'impression qu'aujourd'hui, le terme et surtout la notion, le concept d'autochtonie sont passés, alors peut-être pas dans la sphère publique complètement, mais en tout cas on en parle avec beaucoup moins de raideur qu'avant. Et c'est en grande partie grâce au combat qui a été mené par Literama Ohi à sa fondation.
Et c'est important de le rappeler, de ne pas l'oublier, parce que en fait, les choses sont peut-être un peu plus faciles aujourd'hui pour nous, mais c'est parce qu'on marche dans les pas d'autres qui ont mené les combats avant nous. Ils ont défriché le terrain, merci beaucoup. Jimmy, parmi on dirait que tu es le seul auteur chinois de chez nous. Est-ce qu'il y en a d'autres ou est-ce qu'ils ne veulent pas se déclarer? En fait, je suis en train depuis 10 minutes, de chercher ton prénom. Ça, c'est le privilège des vieux qui commencent à être Alzheimer. Mais ça ne fait rien. Je ne suis pas le seul écrivain chinois. D'autres sont venus. Ceux qui ont préparé, fait des études en France. Depuis mon premier livre, ça faisait quand même 30 ans. Mais il y avait une chose que je voudrais revenir dessus. Quand j'étais né, j'avais pas cette notion d'autochtonie parce que je croyais que j'étais chez moi. Même si je parlais chinois, même si je suis donc le chinois qui ne ressemble pas à un chinois, je me disais que j'étais chez moi. Alors, au début, cette histoire d'autochtonie était un peu étrangère. Et ce n'est que quand je suis arrivé en France, les vieux étudiants chinois, ils m'ont dit, quand ils ont voulu s'inscrire à l'association des étudiants tahitiens, AET, on leur a dit non, vous ne pouvez pas rentrer à l'AET parce que vous n'êtes pas tahitien. Ah bon? Et c'est ainsi que nous avons, avec d'autres amis, nous avons créé l'association des étudiants chinois de Tahiti. Mais au fil quand tu grandis sur les quais de Papeete, tu grandis en face du Queens, le mythique Queens où j'habitais en face, tu n'avais pas l'impression d'être quelqu'un de différent. Et même, ce n'est qu'avec la littérature que j'ai pu me rendre compte que nous étions différents. Et c'est comme cela que j'ai commencé à écrire. Parce que les vieux Chinois, ils ont commencé à me dire, mais enfin, ça va, Jimmy? Tu ne te sens pas chinois? C'est quoi ne pas être chinois? Et j'ai dit, oui, mais c'est quoi être chinois en l'an 2000? On ne fait rien. On est là, on vit, on a l'impression, c'était quelque chose de tout à fait banal, mais en fait, ça n'est pas banal. Nous étions à l'école des frères, à Chavoué, au lycée Gauguin. Ça ne me gênait pas vraiment le fait qu'on ne pouvait pas parler la langue d'origine, quoi. Hein. Chantal, les élèves tahitiens ne pouvaient pas parler tahitien. Bon, c'était l'école, quoi. Il y avait quelque chose, il y avait une acceptation, en fait, presque ordinaire, quoi. Ben, c'est l'école, c'est l'école. On n'avait pas encore ce souci. Et ce n'est qu'après bien des années plus tard, cette histoire d'autochtones est venue à la surface. Et donc, tout le monde s'est senti un peu différent. Et on le voyait, notamment à travers la cuisine, à travers les coutumes. C'est à un point tel que dans nos associations, on avait une fois être allé au Maiva Beach et on a invité tout le monde, c'était gratuit, faire un ma'ateti. Est-ce que les papas connaissaient ce que c'était qu'un ma'ateti? Pas du tout. Et ils sont venus, et ils sont allés interroger les gens qui faisaient le ma'ateti, comment c'était, comment on le fait. Et c'est là qu'on a senti qu'il y avait quelque chose qui était différent. Même si on vivait dans le même pays, quoi. Mais ce qui est bien ici, c'est que malgré tout cela, tout le monde se sentait chez soi. Et je peux le dire parce que une fois, j'avais parlé dans mon livre, et Chantal, les tissus de Daniel Adam du magasin Tapa. On faisait des purutus sur les avions de la TAI ou de UTA. Et quand les hôtesses mettaient ces robes-là, tout le monde se sentait, on était chez nous. Et même les hôtesses avec leurs fleurs de tiare qui amenaient le plateau repas, bah, attends là,
faut dire aussi que la consommation de boissons pétillantes à l'arrière aidait beaucoup à la compréhension mutuelle. Hein. Merci Jimmy. Chantal, je te laisse réagir à l'éditorial de Jimmy dans la revue numéro 3. Il disait, si un deuxième numéro de Littéralement Ohi apparaît aujourd'hui presque banal, alors la parution d'un troisième numéro relève simplement de la dithyrambe. Est-ce qu'on s'imagine que 25 ans plus tard, on soit à la 29e revue de Littéralement Ohi? Est-ce qu'à ce moment-là, en 2000, on voit ce projet aussi loin qu'en 2025? En faisant l'association et en décidant qu'on fait une revue, on se dit, il faut qu'on tienne sur la distance. Parce que sinon, on va encore dire, hey, les Tahitiens, ça ne tient pas sur la distance. Ils ne sont pas persévérants. Ils n'ont pas le sens du lendemain. On fait tout ce qu'on entend, quoi. Hein? Et on se dit, avec Flora en particulier, on va tenir sur la distance. Donc souvent, on était au premier salon, on était Flora et moi. Hein? Souvent, on était toutes seules, mais on savait qu'on n'allait pas lâcher. Qu'il n'était pas question qu'on dise que les Tahitiens ne sont pas foutus d'être persévérants et de mener un truc sur le long terme. Parce que c'est un peu ça qu'on dit de nous. Ils sont incapables de se projeter dans l'avenir. Donc, on ne savait pas que ça allait être numéro 29, numéro 30, mais on savait qu'on n'allait pas lâcher l'affaire. Et on n'a pas lâché l'affaire jusqu'à ce que vous arriviez. Parce qu'en fait, en 2010, vous arrivez, après le coup de l'autochtonie, où quand même vous vous dites, il y a un truc là. C'est quoi ce truc, hein? Et donc, vous arrivez, et là, on se dit, eh ben, s'il y a des jeunes qui arrivent, on peut faire le pari que ça va durer longtemps. On était un peu fatigués. Flora a tenu 10 ans comme présidente, après j'ai tenu 10 ans. J'avoue qu'on était un peu fatigués. Et donc, on était content que vous arriviez. Mais dès le départ, on a dit, on ne va pas lâcher l'affaire. Même si on n'est que 2, on va aller jusqu'au bout, on ne va pas lâcher l'affaire. Ça, c'était le postulat de départ. Mais on ne va pas lâcher. Et bien voilà, on n'a pas lâché, on est au numéro 29. Et même on a Pinain. Merci en tout cas. Mariva, est-ce qu'il y a encore des difficultés? Est-ce que lorsque tu entends Chantal, on retrouve les mêmes difficultés aujourd'hui dans l'association Littéralement Ohi, dans justement accepter le fait d'être auteur? Est-ce que c'est encore difficile aujourd'hui? Oui, c'est encore très difficile d'avoir des plumes qui signent et qui publient des textes dans la revue. Je pense que ça a toujours été une gageure dans l'association depuis le début. Et puis cette année, et encore cette année, donc 25 ans plus tard, on a toujours du mal à avoir des textes et des gens qui écrivent. Mais comme Chantal l'a dit, on ne lâche pas l'affaire. Et puis le 29e numéro fait 232 pages, par exemple. Je suis sûr que vous vous rappelez, il y a 3 soirs, c'était le 60e anniversaire de RFO. Hein? La première. La première. Et moi, j'étais habité en face dans notre maison coloniale de Paoufaï. Et ce soir-là, il y a plein d'événements à RFO, qu'on appelait RFO, qui se sont passés et qu'on a oubliés. Mais ce soir-là, vous vous rappelez quand Ahiti Ro'omataroa a présenté le premier journal en tahitien? J'ai regardé, j'ai dit, oula, la Polynésie s'éveille. Et c'était exactement la même chose quand les Calédoniens Kanak, ils ont fait Mélanésia 2000 à Nouméa. J'ai dit, les temps ont changé, plus jamais quelque chose sera pareil et ça va être autre chose qui va arriver. Et je te dis, Ahiti Ro'omataroa, le journal en tahitien. Mais attends là, si j'étais tahitien, j'aurais été
d'une fierté. J'ai dit, ça au moins, on a commencé quelque chose. C'est beau comme un dieu. C'est mon voisin, si tu veux, on peut aller chez moi. Maintenant. Ah, c'était avant. C'était avant. Là, il est beau comme un vieux, Voilà, comme un c'est dieu. ça. Mhm. Au-delà d'un certain âge, il vaut mieux éviter. Oui, alors, mais pour revenir à la difficulté de publier, quand j'ai sorti mon premier livre, L'île des rêves écrasés, c'était en 91. Ma sœur, elle me dit, tu devrais publier. Elle lit j'ai un cahier dans lequel j'ai écrit l'histoire. Elle me dit, tu devrais publier, c'est un roman. Et j'ai cette réponse qui est terrible. En 1991, et je lui dis, mais du fond du cœur, je lui dis, mais tu sais bien que les Tahitiens, ça ne publie pas. Aujourd'hui, je me dis, mais c'est juste pas possible, quoi. Et c'est encore dans nos têtes, dans ce sentiment qu'on n'est pas à la hauteur. Parce qu'il y a plein de cahiers, il y a plein de textes dans les ordinateurs, il y en a plein, tout le monde écrit. Mais les gens ont du mal à publier parce qu'ils ne veulent pas être lus, parce qu'on va dire qu'ils ne savent pas écrire, ce n'est pas du bon français, on a encore l'idée d'écrire. Écrire, c'est comme à l'école, quand on fait une rédaction. On n'a pas encore passé ce stade de se libérer et de l'écriture et du lecteur. De toute façon, tu fais quelque chose, tu es critiqué, tu fais rien, tu es critiqué. Alors fais comme tu veux. Donc c'est ça le frein, le plaies. Puis on se dit, ah non, j'ai écrit qu'un texte, je ne suis pas auteur. Eh bien si, à partir du moment où tu signes un texte, tu es auteur. Donc c'est ce qui est compliqué encore dans nos têtes. Et c'est pour ça que lorsque vous commencez, vous décidez d'accepter tous les écrits des autochtones et vous décidez de ne pas avoir de comité de lecture, c'est bien ça? Oui, parce qu'on se dit, on ne va pas faire une revue comme là-bas. Là-bas, c'est à eux, hein? Ce n'est pas à nous. Donc nous, on va dire que notre littérature, c'est nous qui allons la construire. On va la construire comme on veut, comme elle vient, sans barrière, et surtout sans essayer d'appliquer comment on dit, les critères de la littérature occidentale. On se dit, si c'est des pépés, c'est des pépés. Si on mélange les langues, on mélange les langues. Si c'est en tahitien, c'est en tahitien. Peu importe. L'essentiel, c'est de laisser des traces. En fait, littéralement, c'est un endroit où les gens viennent laisser des traces. On n'a pas de mémoire dans notre pays. Donc, littéralement, c'est un recueil de mémoire. On nous a reproché au début de ne pas avoir de comité de lecture parce qu'il y a des bons textes, des pas bons textes, des gnégnés, des gnégnés. On a dit, mais on s'en fout. Nous, on ne fait pas une revue littéraire comme là-bas. On fait une revue littéraire pour que les gens écrivent et déposent leur mémoire. Parce que demain, nos enfants vont lire et après-demain, ils vont lire. C'est ça le but, c'est de poser des cailloux, tu sais, comme le petit poussé. On pose des cailloux dans notre mémoire, là. On fait mémoire avec littéralement, oui. C'est plus épais qu'une Bible, hein, littéralement, oui. Je ne sais pas, on a combien de textes, c'est juste... c'est une mine, ce truc-là. D'ailleurs, c'est étudié dans les universités ailleurs. C'est plus étudié ailleurs que chez nous, hein, littéralement, oui. C'est plus lu ailleurs que chez nous, mais ce n'est pas grave. Un jour, nos gosses vont lire. En fait, c'est ça le but, c'est de dire la littérature de ce pays, elle nous ressemble. Des fois, c'est sérieux, des fois, c'est moins sérieux, des fois, c'est bien écrit, des fois, c'est moins bien écrit. Mais ce n'est pas le truc. Enfin, je dis, qu'est-ce que ça peut faire si ce n'est pas académique? Mais on n'a même pas envie que ce soit académique en plus. Donc voilà, c'est vraiment un recueil de la mémoire des gens. D'ailleurs, des fois, moi, je relis les anciens numéros. Il y a des trésors dans ce truc. Mais vraiment, il y a des trésors dans Littéralement, oui. Et à mon avis, les gens les spécialistes de la littérature polynésienne feraient mieux d'étudier un peu plus Littéralement, oui. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que Chantal disait parce que, eh bien, 25 années sont passées depuis, mais
les combats restent les mêmes, hein, encore aujourd'hui. On nous reproche toujours de ne pas avoir de comité de lecture. Mais c'est pas grave, on n'en aura jamais parce que c'est un principe, c'est dans l'ADN de Literama Ohi. Et parce que bon, avec toutes les actions qu'on essaye de mener, je suis toujours un peu à la recherche de financement à droite à gauche. Et c'est un des critères qu'on nous oppose souvent. Ben tant pis, on fera sans et on a fait sans jusque-là, on continuera sans. Et aussi, ce que tu disais sur, je ne sais plus comment tu l'avais formulé, mais tu disais Literama Ohi est plus épais qu'une Bible et même si ça se lit pas, au début vous vous disiez que même si ça se lit pas, c'est pas grave, un jour nos enfants liront. Ben, en fait, aujourd'hui, vos enfants écrivent et font des revues avec vous. Voilà. Il y a une chose quand même que je voudrais... je ne suis pas tout à fait en phase avec vous. C'est que je veux dire que ceux qui écrivent, les nouveaux, les anciens, il faut savoir accepter les critiques. Même si ce sont des critiques, si Chantal place la barre très haut dans ses ouvrages, ce n'est pas pour rien. Mais il ne faut pas avoir peur, les critiques. Mais il ne faut pas faire comme ces élèves dans un centre de métiers d'art qui ont fait virer leur directeur parce que le directeur leur a dit que c'était nul leurs travaux. Mais il faut savoir être sérieux aussi. Je veux dire, quand on ouvre un commerce, ce n'est pas pour perdre de l'argent. Je veux dire, c'est pour en gagner. Quand on écrit un livre, c'est pour faire un beau livre. C'est pas, il n'y a pas de règles, il y a des règles, on respecte. Et des fois, ben, tous les auteurs se font corriger. Mais ce n'est pas le fond. Le fond est important, la forme aussi. Et je veux dire par là qu'il ne faut pas se laisser... On dit souvent qu'il n'y a pas de comité de lecture. Mais le comité de lecture va corriger les S, il n'y a pas d'S là, les singuliers, les temps des verbes. Ça n'ajoutera pas à la valeur. Mais c'est quand même quelque chose qui est bien préparé. C'est comme dans un mateki, si on met le citron à la fin pour faire le poisson cru, c'est bien meilleur. Et c'est pour cela que j'ai dit, non, c'est vrai que Literama Ohi au début, mais c'est normal. On débute tous en littérature. Et c'est normal qu'on subit des critiques. Et c'est normal que en France, quand ils écrivent, c'est une civilisation qui écrit en français depuis des milliers d'années, ils peuvent faire la critique. Mais moi, ce n'est pas grave. Le fond est là, la forme viendra. Et un jour, tous les numéros postérieurs de Literama Ohi, ils vaudront la peine d'être recherchés et d'être lus. Et je veux dire, on ne doit pas en avoir peur. Par rapport aux critiques, tu as quand même un regard sur les textes, un regard personnel, Chantal. Et dans des discussions privées, on parlait de la qualité des textes et l'exigence qu'on pouvait avoir vis-à-vis de la qualité des textes. Et parfois, j'avais l'impression que tu n'étais pas si satisfaite que ça, sauf hier soir. Non, mais moi, pendant des années, j'ai corrigé la revue. Il y avait des fois, j'avais envie de pleurer quand je devais relire pour la 3e fois un texte que je n'aimais pas. Mais il n'y a pas de censure. J'aime pas, on publie quand même. Voilà, ben j'aime pas, enfin, on n'aime pas tous les textes qu'on lit. L'essentiel, c'est de publier. Voilà, donc ben moi, j'avais envie de pleurer des fois. Hein. C'est ça que je suis contente que ce soit Mariva maintenant qui relise. Hein, parce que maintenant, c'est elle qui a envie de pleurer. Donc, oui, tous les textes ne sont pas aussi beaux les uns que les autres. C'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'ils existent. Si cette personne voulait parler de ça et de cette façon, eh bien, on l'accepte. Il n'y a pas des textes mieux, des textes pas mieux. On pose des mémoires. C'est la différence avec une revue très huppée, très machin. On s'en fout. On pose des mémoires.
Donc, cette mémoire que j'ai pas du tout aimée, hein, moi, ça m'est arrivé une fois, j'avais un texte qui me sortait par tous les trous, ok? Eh ben, je rencontre une dame au salon, elle me dit « Ah, mon texte préféré !» Eh ben, c'était celui-là. Pour dire que on n'a pas à juger de la qualité d'un texte ou ça, il existe, et bien on le publie. Qu'on aime ou pas, hein, on n'est pas dans la censure du tout. Après, on corrige les fautes d'orthographe, ouais, ça. Enfin, on en laisse passer plein quand même, hein, parce que c'est compliqué de corriger, mais bon, on fait du mieux qu'on peut. Et surtout, on est tous des bénévoles. Ouais, non, mais on est tous des bénévoles. Donc ça, on fait en plus de notre boulot. Enfin, moi, je suis à la retraite. Mais voilà. Et donc, ça fait 25 ans qu'on est bénévole. Et voilà, quoi. Et puis, qu'est-ce que tu as de nous dire, là, que là-bas, ça fait des années qu'ils écrivent, blablabla, blablabla. Nous, Paya aussi, nous, on écrit depuis qu'il y a la Bible. Hein? Alors, pourquoi eux, ils peuvent critiquer et nous pas? Ben non, non, c'est pas comme ça. Nous, on critique, on n'aime pas. Non, je suis pas d'accord. Mais des fois, on n'est pas d'accord, nous, de Jimmy. Mais voilà, il faut arrêter de dire qu'on n'écrit pas, parce que ça fait pas longtemps qu'on écrit. Ça fait longtemps, ça fait depuis que la Bible est arrivée, on écrit. Alors, on écrit ce qu'on veut, mais on écrit. Il faut arrêter aussi de dire les Polynésiens, ils ne lisent pas. Les Polynésiens, ils sont comme tous les humains de la Terre. Tu leur donnes un livre intéressant, ils lisent. Donc, tous ces trucs-là, il faut qu'on arrête. Nous-mêmes, il faut qu'on arrête de continuer à dire des choses pareilles. Voilà quoi. Encore un mythe qui nous colle à la peau. Mariva, ça va? Les envies de suicide ont disparu? C'est toujours les mêmes envies que Chantal? Oui, toujours. Hein, forcément, il y a toujours des textes qui me parlent moins que d'autres. Hein, mais comme l'a rappelé Chantal très justement, c'est pas parce qu'à moi, ça me parle moins que ça parlera à personne. Au contraire, c'est cette diversité dans le fond et dans les formes de notre littérature qui fait aussi la richesse de Littéra Maohi. Et c'est important qu'on entretienne cette diversité, qu'on la valorise et au-delà de la valoriser, qu'on en soit fier et qu'on soit digne de tous les combats menés. Enfin bon, je me répète un peu, mais c'est... Donc oui, les textes sont parfois difficiles à lire, mais ça reste vraiment quelque chose de très subjectif, donc pas pertinent dans l'écrémage d'une revue, pas du tout. Et ensuite, je permets d'enclencher le fait que Littéra Maohi s'est diversifié. Il y a eu les lectures publiques qui a été amorcée par nos membres fondateurs, et il y a d'autres choses également. Oui, notamment P9A qui a été... la représentation a eu lieu hier soir pour la 15e année consécutive. C'est un spectacle dont tu es à l'origine, Monaoura. Donc tu voulais aussi en parler peut-être mieux que moi-même. Et donc c'est aussi une action dont on est très fiers à Littéra Maohi et qu'on essaye de pérenniser le plus possible, même si, encore une fois, c'est pas toujours facile, que les textes peuvent aussi parler plus ou moins à chacun. Mais ce qui fait la magie de P9A aussi, c'est beaucoup la mise en scène et la rencontre des arts avec la danse, la musique, qui donne un relief différent au texte, qui font sortir les mots de leur cage de papier. C'est comme ça qu'on le dit souvent. Et puis il y a aussi le lieu mythique, le Pepe Ahiro, le Ora, qui nous accueille depuis 15 ans déjà. Et donc voilà, en fait, 15 ans de P9A, c'est 15 ans de littérature. Les podcasts?
Les podcasts aussi, alors ça fait un moment déjà qu'on essaye de le mettre en place à partir des textes de la revue ou de lectures publiques qu'on a aussi réalisées avec Literama Ohi en partenariat avec la Maison de la Culture. C'est un podcast qui est entre guillemets déjà créé, en fait. Donc voilà, ça arrive aussi. Et Literama Ohi est devenu éditeur aussi, avec des ouvrages l'année dernière qui ont été publiés. Exactement, avec les ouvrages hors série. Alors, ça a commencé en 2013 avec L'île parfumée d'Ernest Salmon. Donc, on connaît tous l'histoire du manuscrit qui a été retrouvé par Christine Duchâteau à Paris et qui a confié l'édition du recueil L'île parfumée à Literama Ohi. Et puis ensuite est venue en 2022 Flora de Vatine et Estelle Castro-Cauchy qui ont souhaité publier Marouo, les ailes de l'infini. Alors c'était aussi une grande aventure et surtout un grand succès pour les autrices elles-mêmes. Et ensuite, ça a fait germer dans la tête de nos membres l'envie encore plus d'écrire et de publier. Donc on a eu la chance de publier depuis 2 autres recueils de poèmes de Leila Lisson-Ercoli et Valérie Murat, et une pièce de théâtre également de Rehi Atepa l'année dernière. Il a des fans. Et donc même donc oui, Literama Ohi diversifie ses actions et toujours dans cet esprit de diversité, on est aussi très content que les genres d'écriture soient pas toujours les mêmes, quoi. Oui, avant tout ça, il y avait quand même, pendant des années, on a lu au marché de Papeete tous les premiers samedis du mois. On a lu pendant la nuit de la lecture, notamment avec été. On s'est fait shooter par un touriste suisse. Alors, c'était au marché, c'était assez bien organisé, hein? Bon, il y avait la sono et tout. Mais quand on allait lire dans la rue ou avait été, on arrivait avec un micro, un petit haut-parleur. Karine arrivait avec son POE, elle va ouvrir le POE, on mettait des livres et puis on lisait. Voilà, on lisait juste pour le plaisir de lire, quoi, de partager. Où on a été lire encore à la cathédrale, chez Père Christophe. Voilà, et puis après, on n'a plus lu comme ça. C'est vrai qu'on a fait Pinainei et voilà. Et c'est la grosse soirée de lecture de l'année, quoi. Ouais. Mais bon, on a lu quand même un peu partout, hein. Jimmy. Et Jimmy aussi venait lire au marché. Oui, mais c'était pour le porc rôti de... Non, mais il faut rendre un petit peu hommage au courage de tous nos auteurs polynésiens. Il faut se rendre compte des difficultés. Moi, je le sais, puisqu'il a fallu que j'apprenne une autre langue. Quand je suis parti en France à 14 ans à Paris, et mes copains au collège, là, Stanislas, pour ne pas le nommer, ils me disaient, t'es chinois? Oui. Tu parles chinois? Non. Alors pourquoi tu dis que t'es chinois? Ben, je ne sais pas. On me dit que je suis chinois. Bon, alors donc il a fallu apprendre une langue qui m'était étrangère. Et comme cette langue-là, pour eux aussi, les auteurs polynésiens, c'est une langue étrangère. On doit apprendre à l'écrire, on doit apprendre à la sentir. Et un jour, 25 ans après, c'est peut-être que Literama Ohi est arrivé à ce qu'on reconnaisse son utilité. Et je suis toujours pour que n'importe quel peuple essaye de faire passer son message personnel. Ils sont tellement forts dans d'autres trucs, hein. La danse, je ne peux pas secouer le popotin comme eux. Mais la littérature, c'est costaud. Et ce n'est pas facile à le faire.
Et c'est pour cela que même dans ma communauté, il n'y en a pas tellement de gens qui écrivent des romans, mais il y en a. Mais il faut bien les chercher. Quelqu'un cherchait des livres sur la communauté chinoise dans le salon, il n'y en a pas. Je ne sais pas, les éditeurs ne font peut-être pas leur travail, mais ce n'est pas mon problème, c'est le leur. Et donc, je dois vraiment rendre hommage au courage et à l'abnégation de Flora et de Chantal, qui ont, je suis toujours en train de chercher son prénom, voilà, Moanaoura, dont je me rappelle toujours le premier qu'ils ont fait là-bas. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais personne ne le sait. Et donc, personne ne l'écrit. Et ça passe, quoi. Et c'est dommage. Oui, en parlant de langue étrangère, en fait, le français, c'est notre langue aussi. La preuve, on est tous en train de parler français. Donc, il ne faut pas nous dire qu'on écrit mal, on n'écrit pas syntaxiquement correct et tout, grammaticalement. C'est notre langue, on en fait ce qu'on veut, on la tord, on les tripe. Elle nous appartient, on nous l'a imposée, mais non, elle est la nôtre. Et voilà, je crois que c'est Kateb Yassine qui disait que c'est un butin de guerre. Et la langue française, elle est au même plan que le tahitien. Hein. Enfin, pas tout à fait, il ne faut pas exagérer. Mais voilà quoi. Et puis, on est sans complexe. Et sans ponctuation. Voilà. Arrête. Voilà, donc, c'est ça aussi, c'est qu'on écrit en français. Bon, dans la revue, on a plein de textes en tahitien, en pomtou, il y a beaucoup de mongaréviens, marquisiens parfois. C'est vrai que la majorité des textes sont en français et en français. Mais ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'on a aussi des textes qui viennent d'Océanie. Parce qu'on a ouvert la revue sur l'ailleurs. Donc, on a publié des gens de Haïti, on a publié des poètes d'Algérie. Et régulièrement, depuis quelques années, tous les numéros, dans chaque numéro, on présente des textes océaniens. Voilà, ça c'est un grand... Et puis ils sont contents qu'on les publie. Voilà, donc ça c'est chouette. Mariva, encore 25 ans pour Literama Ohi. Alors, oui, c'est ce que je souhaite le plus à la revue et à l'association, hein, mais peut-être pas avec moi comme présidente pendant 25 ans. Mais oui, franchement, pour moi, ça ne me semble pas du tout irréaliste d'imaginer Literama Ohi à 50 ans dans les 25 prochaines années. Jimmy, est-ce qu'on a une certaine fierté aujourd'hui d'avoir été membre fondateur de cette association? Non, la fierté, c'était que cette jeune femme qui était au milieu du temple chinois, parmi la foule craquetante, et qui est venue me chercher. J'ai dit, hé, mes copains à moi, mes amas, pour la première fois, on vous tend la main. C'est quelque chose quand même. Non, je le regrette, ça s'est passé un peu par-dessus leur tête, mais ce n'est pas grave. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que je ne peux pas oublier mes années en France, où j'ai appris donc, avec beaucoup de difficultés, et j'ai pleuré aussi, cette langue. Et je me rappellerai toujours, quand je cite « Et plus que l'air marin, la douceur angevine », j'ai retrouvé cette même émotion à une émission de Polynésie Première il n'y a pas longtemps. C'était Annie Meunier qui parlait de quelqu'un qui téléphonait à quelqu'un qui s'occupait pour le SOS Suicide. Et ils se sont parlé et à la fin, la personne a parlé en tahitien. Et je ne comprends pas le tahitien. Mais j'ai ressenti cette émotion. Et c'est cette beauté-là, c'est cette beauté de l'émotion dans le tahitien qu'il faudra un jour que, lorsque j'aurai abandonné le chinois à ma calligraphie, que je retrouve peut-être un jour.
Et c'est cela qu'il ne faut pas oublier. Que dans cette langue polynésienne, c'est plus que le orero. C'est l'humanité qui était derrière ces phrases-là. Et je pense que c'est là-dedans aussi qu'il faudra qu'on creuse, ou que je vais creuser. Merci. Merci de moi. La fierté, Chantal. C'est pas vrai, hein? Voilà. Ouais, quand j'ai été te pêcher, hein? En plus, c'était il y a 30 ans, un canon À là. l'époque, on disait tu péché. savais Aujourd'hui, pas, hein? on dit pécho. Hein. Tu l'avais pas, hein? Enfin bref. Non, moi je sais pas, c'est pas tellement une histoire de fierté. C'est une histoire de... On a décidé de le faire, on l'a fait. Voilà. C'était une évidence de faire ce truc-là parce qu'il fallait qu'on fasse taire cette question. La littérature polynésienne existe-t-elle? Oui, Payan vous explique. Mais c'était ça, c'était faire taire cette question, tu vois. Il fallait le faire, on l'a fait. Moi, je suis très contente. Mais est-ce que je suis fière? Non. Une histoire de dignité, alors. Voilà, c'est ça. Il fallait le faire, on l'a fait. Et puis ça dure, on vous a passé le bébé. Après, vous allez passer à une autre génération. Voilà. En fait, c'était une évidence de faire ce truc-là. Donc, on ne s'est pas vraiment posé la question. Et maintenant que ça roule, eh ben, on est content. Je vous demande d'applaudir Jimmy Lee, Chantal Spitz et Marie Valeux. Et Moa Naurua, bien sûr. Donc merci à tous les quatre. C'était donc les 25 ans de Litera Maori. On va passer à la suite. Donc à 13h, il y aura l'ajout de traduction. Et tout de suite, il y a quelque chose qui se passe sous le kiosque avec la remise des prix du concours de nouvelles et d'illustrations.